Vous êtes plutôt pour ou contre le nucléaire? On a fait de cette question un débat politique, mais qu'en dit la science? Je vous propose de débunker les mensonges des partisans comme des adversaires. Le nucléaire pollue. Des tours sinistres crachant une fumée sombre et radioactive. Voilà ce que les photos utilisées dans la presse essayent de vous faire croire. En réalité, ce n'est que de la vapeur d'eau. Elle n'est jamais en contact avec le réacteur. Il y a par contre des tuyaux cachés qui, eux, rejettent des bactéries d'eau chaude, des produits anticorrosifs et même quelques traces d'hydrogène faiblement radioactifs. Oui, le nucléaire pollue. Pour construire les bâtiments, extraire l'uranium des mines et le traiter chimiquement. Mais est-ce que les autres énergies font mieux? Même les plus propres ont besoin de grandes quantités de plastique, lithium, silicium, terres rares, jusqu'à 16 fois plus de matériaux à production électrique égale. C'est simple, le bilan CO2 du nucléaire est tout simplement le plus faible. En France, 3,7 grammes par kilowattheure en prenant tout en compte, du minage au démantèlement. 10 fois moins que le solaire, 300 fois moins que le charbon. Et les déchets nucléaires alors? Là-dessus, il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Déjà, une grande partie du combustible est recyclable. On peut en faire du MOX et c'est reparti pour un cycle. Après, soyons honnêtes, c'est pas encore économiquement très intéressant, donc c'est pas encore largement utilisé. Seul 4% est vraiment inutilisable. On appelle ça les déchets ultimes, et effectivement, ils sont très dangereux. On va donc les vitrifier, les concentrer dans ce verre noir protecteur, qu'on coule dans des fûts en inox, placés sous une épaisse dalle de béton, en attendant d'être stockés. On vous parle tout le temps à la télé d'1 700 000 mètres cubes de déchets nucléaires. Alors vous imaginez des entrepôts pleins de barils jaunes avec du liquide vert fluorescent mortel, et ça n'est pas le cas. À l'intérieur de ces barils, vous retrouvez généralement des gants, des bottes, du béton, et c'est super décevant. Bah oui, tout ce qui a servi dans le périmètre d'une centrale est considéré comme déchets nucléaires, même s'il n'y a aucune trace de radioactivité. En réalité, seuls 0,25% de ces déchets sont vraiment dangereux pour des millénaires. Si on les entassait tous, ils tiendraient dans ce petit cube 60 ans d'électricité française. C'est peu. Et évidemment, s'en approcher, vous êtes mort. Il faut les vitrifier avec le verre noir. Ça prend un peu plus de place, mais rien d'ingérable. Surtout à des centaines de mètres sous terre, en race campagne où personne ne mettra les pieds. Enfin, on espère. Et les fuites de substances radioactives dont on parle à la télé. La pollution des eaux et de la nappe phréatique. Oui, ça arrive. En 2019, une étude rapportait que 6,4 millions de personnes en France avaient bu une eau contaminée au tritium. Le tritium, c'est un nom qui fait peur, mais c'est juste de l'hydrogène à 2 neutrons naturellement produit dans la haute atmosphère. C'est inoffensif à petite dose, ça tombe bien, les quantités dans l'eau sont 1000 fois inférieures au seuil de l'OMS. En France, on n'a qu'un seul cas de pollution grave. C'est en 1980, à cause d'une erreur humaine, du plutonium a été déversé dans la Loire. Ça a été un scandale, on ne parle pourtant que de 0,3 grammes. Comparé au débit de la Loire, c'est dilué à l'extrême et l'impact sanitaire a été nul. Pareil pour les 2 millions de mètres cubes d'eau radioactive de Fukushima rejetés dans la mer. Oui, ça fait peur, mais on parle de quelques grammes de tritium qu'on a dilué dans l'immensité de l'océan. Y a rien. Le nuage de Tchernobyl lui a par contre contaminé au césium-137 une grande partie des sols européens. Les zones en rouge foncé restent complètement habitables, mais elles ont vu de nombreuses populations fuir, ce qui a été bénéfique pour la nature et les animaux qui ont pu reprendre leurs droits, y prospérer loin des hommes. La nature est donc plutôt contente. Peut-on en dire autant des autres énergies ? Un barrage nécessite de noyer des vallées entières pendant des décennies, comme en Chine, où d'immenses forêts primaires ont été englouties. 1,4 million d'habitants ont dû abandonner définitivement leurs maisons. Le solaire oblige parfois à raser des forêts, comme celle des Landes en France, et artificialiser des centaines de kilomètres de terre. Pour égaler la production d'un réacteur nucléaire en un an, il faut plus de 32 millions de panneaux solaires, 55 millions de mètres carrés. À moins d'installer ça dans des déserts, l'empreinte au sol est juste désastreuse. Le nucléaire, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour faire tourner un réacteur, il faut de l'uranium. Et comme toute ressource, les stocks sont limités. On peut la recycler, mais pas indéfiniment. Heureusement, de l'uranium, il y en a beaucoup sur Terre. 675 fois plus que l'or. Et il en faut vraiment peu. Une tonne de charbon fournit autant d'énergie qu'une petite pastille de quelques grammes d'uranium. Le potentiel est fou. Mais ce n'est pas tout. De l'uranium, vous en avez dans votre jardin, quelques atomes, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est des filons qu'on peut facilement miner. Et sur ce point, les experts ont de la difficulté à savoir quand on arrêtera d'en trouver. Les plus pessimistes avancent la date de 2070. La plupart des experts estiment qu'il en reste presque 15 millions de tonnes exploitables, soit un tarissement des ressources en 2300.
Ça, sans compter la possibilité qu'on puisse inventer une technologie qui permette de réutiliser l'uranium stocké à son plein potentiel ou récupérer les milliards de tonnes qui se trouvent dans l'eau de mer ou le charbon. En vrai, on a vraiment le temps. Pour comparer, le pétrole et le gaz, on veut arrêter avant 2050. Certains avancent que le réchauffement climatique va tarir les cours d'eau, augmenter leur température, empêchant de refroidir les centrales et donc obliger à les arrêter. Ça, c'est complètement faux et ça a déjà été débunké. En fait, ce qui menace le plus le nucléaire, c'est un problème de ressources humaines. Et oui, pourquoi tu lancerais ta carrière dans le nucléaire si demain les centrales pouvaient toutes fermer parce qu'un homme politique en décidait ainsi? Que le moindre accident puisse faire retourner l'opinion publique. On le voit aux États-Unis, ils veulent relancer la construction de centrales et galèrent à trouver des travailleurs compétents. Faut dire qu'être employé dans le nucléaire, ça fait pas rêver. Repas de famille, la petite nièce te voit comme un criminel écocide et pour la tante, t'es un contaminé radioactif dont il faut pas s'approcher. Triste cliché. Le nucléaire, c'est l'exploitation de l'Afrique. Il y a quelques années, ce reportage avait choqué. On voyait des populations habitant près de mines d'uranium abandonnées, recyclant le métal des machines pour faire des fourchettes. Et donc oui, elles contenaient des traces de radioactivité. C'est indéniable, il y a eu un gros problème d'éducation et de sécurité après la fermeture de la mine. Maintenant, c'est loin de décrire la réalité. L'Afrique ne représente que 18% des stocks d'uranium sur Terre. La France s'est d'ailleurs fait arnaquer par l'Afrique du Sud en achetant 1,8 milliard une mine d'uranium vide. Ça a été un scandale qui a conduit au démantèlement d'Areva. Pour se fournir en uranium, il est vrai que la France travaille beaucoup avec le Niger, mais aussi l'Australie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Quasiment pas avec la Russie, contrairement à ce qu'affirmait un homme politique. Il y a quand même un pays problématique, le Kazakhstan. Alors les mines là-bas, il n'y a aucun problème. Quasiment plus de mineurs, tout est automatisé, robotisé. Non, le problème c'est que c'est une dictature, avec des présidents français aux petits soins. Maintenant on fait la même chose pour le pétrole, le gaz et même les panneaux solaires. 75% sont produits par la Chine, qui extrait 80% du silicium mondial et 60% du lithium. L'Europe restera dépendante, qu'importe l'énergie, et l'uranium est probablement la ressource qui a le moins de sang sur les mains. Mais elle en a quand même. Ouais. Le nucléaire, ça tombe toujours en panne. C'est à la une des journaux, cet hiver, il y aura des pénuries d'électricité à cause des pannes de centrales. Même si dans l'eau, c'est beaucoup de maintenance temporaire. Mais alors, pourra-t-on compter sur notre parc en énergie renouvelable ? 25% de puissance installée. C'est énorme. La transition énergétique a l'air bien en marche en France. Ou pas. Ces chiffres sont trompeurs. Il ne faut pas confondre le potentiel avec ce qui est réellement produit. Petit truisme, le soleil ne tape pas 24 heures sur 24, le vent ne souffle pas constamment. Une éolienne ne marche en moyenne qu'à 25% de ses capacités, un panneau 15%. Ce sont des énergies intermittentes. Et quand on compare leur activité sur un mois, on voit bien que c'est très irrégulier. Comparé au nucléaire, il n'y a pas photo. C'est une énergie pilotable, constante, de jour comme de nuit. La grosse difficulté pour l'intermittence, c'est que l'électricité c'est très difficile à stocker. Une fois produite, elle doit tout de suite être consommée. On n'a toujours pas inventé la technologie de batterie qui puisse supporter tout un réseau électrique. C'est le gros problème du renouvelable. Que faire lors d'une nuit d'hiver sans vent ni soleil ? Deux choix. Soit on importe l'électricité verte d'un autre pays voisin, ou alors on utilise une énergie pilotable. On ouvre les vannes des barrages, on booste l'activité des réacteurs, ou on démarre des centrales à pétrole, gaz ou charbon. C'est ce qu'ils sont obligés de faire en Allemagne, c'est pas joli. Ou on démarre des centrales à pétrole, gaz ou charbon. C'est ce qu'ils sont obligés de faire en Allemagne, et c'est pas joli. Le nucléaire coûte cher. 52 milliards d'euros. C'est le prix pour construire 6 nouveaux réacteurs EPR d'ici 2037. Ils sont plus performants, plus sécurisés, produisent moins de déchets, plus facilement recyclables. On galère depuis des années à n'en finir qu'un seul. Moins en France, parce qu'on en a déjà construit 2 en Chine et en Finlande. Autant de retours d'expérience pour corriger les nouvelles versions. 52 milliards, c'est une grosse somme, oui, mais c'est normal. Quand c'est nouveau, c'est plus cher. Il faut amortir les investissements dans la recherche. Ceci dit, on parle d'une structure qui va être utilisée pendant plus de 60 ans. Au final, ça ne coûtera que 1,5 centime par kilowattheure, 10 fois moins que ce que vous payez aujourd'hui. Alors qu'un panneau solaire, c'est pas forcément un investissement dans le futur. Après 12 ans,
perd en efficacité et se périme technologiquement. Pour savoir qui sera le plus avantageux économiquement sur le long terme, la France a mené une immense enquête. Tous les acteurs ont été réunis autour d'une table, même les antinucléaires. 6 scénarios pour 2050 ont été envisagés. Du 100% renouvelable au 50% nucléaire. Oui, on ne va pas faire 100% nucléaire car on n'a tout simplement pas les ingénieurs pour le faire aussi vite. Dans tous les scénarios, le nucléaire est toujours le moins cher, même les plus pessimistes. Et là, on parle des EPR nouvelle génération. Les vieilles centrales qu'on a aujourd'hui sont totalement amorties et c'est de très loin la moins chère de toutes les énergies. Quand vous lisez dans la presse que le nucléaire est le plus cher, le chiffre est truqué. Ils font les calculs en comptant en double le démantèlement ou en imaginant par exemple que le renouvelable marche 100% du temps. On l'a vu, avec l'intermittence, c'est juste pas vrai. Après, soyons honnêtes, la facture du nucléaire flambe en cas d'accident. Au Japon, la facture de Fukushima est de 170 milliards d'euros. Tchernobyl, 200 milliards en 30 ans. Imaginez le pire. Et si les nouveaux réacteurs EPR venaient à ne pas marcher? Que les petites pannes se multipliaient au point où les opinions publiques n'en voudraient plus. Il faudrait tout arrêter et ça serait désastreux. Des dizaines d'années de retard et des milliards partis en fumée, la France ne s'en relèverait juste pas. Les énergies renouvelables ont aussi leurs risques technologiques. Par exemple, on n'arrive jamais à développer une grande industrie de l'hydrogène capable de stocker l'énergie à grande échelle et à faible coût. Ça serait le seul moyen de rendre ces énergies viables. Difficile de prévoir le futur et c'est ça qui est compliqué. Le nucléaire est beaucoup trop dangereux. Comme avec les requins ou les loups, les journaux et le cinéma ont créé une peur chez vous. Celle d'un jour être un contaminé radioactif et mourir dans d'atroces souffrances. La réalité, c'est que tout ça vient du mythe. Est-ce que vous saviez que les panneaux solaires ont fait 11 fois plus de morts que le nucléaire? Ah oui, les techniciens qui font des toits. Un barrage hydraulique peut se briser et faire des milliers de morts. En Chine, une rupture a noyé 240 000 personnes, comme ça, d'un coup. En réalité, le nucléaire est le moins dangereux, avec 0,03 morts par milliard de kilowattheures produits. À côté de l'hydraulique, c'est un nain. Mais attendez qu'on rajoute le gaz, la biomasse, le pétrole et le charbon. En fait, les accidents nucléaires sont très rares. En France, on n'en a eu qu'un seul de grave depuis 50 ans, sans répercussion en dehors de la centrale. Dans le monde, vous connaissez tous Fukushima et Tchernobyl, mais il y a aussi Kishtim en Russie, Three Mile Island aux États-Unis et Windscale au Royaume-Uni. Soit 5 accidents majeurs dans le monde en 70 ans. La cause, des erreurs humaines et des problèmes de conception. À Fukushima, le tsunami a coupé l'électricité, le personnel n'était pas formé à la technologie américaine, les générateurs de secours n'ont pas pris le relais, le réacteur n'était plus refroidi, la vapeur s'est concentrée à un niveau extrême dans la cuve, jusqu'à ce qu'elle cède. C'était terrifiant, hein. Pourtant, Fukushima n'a fait qu'un mort à cause des radiations. 16 employés seulement se sont dit touchés par des troubles de santé, et encore c'est pas sûr. Par contre, il y a eu 2200 morts lors de l'évacuation forcée par l'accident. Personnes âgées, la panique, la peur. On reste très loin des chiffres énoncés par certains politiques français qui confondent les morts du tsunami et ceux de la centrale. Mais attends, il y aura des victimes indirectes dans le futur, avec les cancers. Non, vu les faibles doses reçues, très certainement pas. Tchernobyl a fait seulement 31 morts directs. Et en comptant l'explosion, il faudra ajouter 43 autres personnes, mortes bien plus tard, des mois ou des années après. Le milieu scientifique rajoute encore 4000 à 9000 personnes qui ont potentiellement eu un cancer avec le nuage. Mais c'est faux. À Fukushima, on observe effectivement une hausse des cancers de la thyroïde. Mais c'est pas à cause de la radioactivité, c'est beaucoup trop tôt. C'est juste que quand on cherche, on trouve. Vu qu'on dépiste tout le monde, des gens qui avaient des cancers avant l'accident ont été découverts. Ce qui fait artificiellement grossir les chiffres. Oui, les radiations font peur. Et ça permet à certains de manipuler les chiffres. Si je vous dis que vous avez reçu 2400 microsieverts, c'est beaucoup, non? C'est pourtant ce que tu reçois annuellement à cause des radiations naturelles, comme celle du soleil ou des bananes. Oui, le fruit est naturellement radioactif. Paradoxalement, un travailleur du nucléaire avec toutes les protections sera en moyenne moins exposé qu'une hôtesse de l'air au plus proche des radiations spatiales. Il faut relativiser. En dessous de 100 000 microsieverts, il n'y a pas de risque mesurable pour la santé. C'est à partir d'1 million que là ça devient très dangereux. Mais peu d'humains ont expérimenté ça. Alors la prochaine fois que vous voyez un reportage à la télé avec un Gugus qui fait sonner à fond la caisse un appareil en vous disant que vous allez tous mourir, demandez-lui les doses. Vous verrez que c'est souvent ridicule. Le nucléaire, c'est de droite. C'est vrai qu'aux dernières élections, il y avait deux camps. À gauche, seul un petit fragment, le Parti communiste, était pour.
Sauf que quand on fait un sondage dans les partis, la fracture n'est pas aussi nette. Les anti-nucléaires sont toujours en minorité, même chez les Verts. Et c'est loin d'être incohérent. L'éolien et le solaire sont la pure essence du libéralisme. Un grand marché où toutes les entreprises peuvent investir. Le nucléaire est souvent public et étatique, et ça le restera par sécurité. Les travailleurs des centrales ont pendant longtemps lutté pour négocier leurs droits, se sont organisés en syndicats, ce qui est plus facile avec un monopole d'État qu'une multitude d'entreprises privées. Une centrale produit autant que 55 millions de mètres carrés de panneaux solaires qu'il faut installer, entretenir, ce qui demande beaucoup de main-d'œuvre. 1 million d'euros dans le nucléaire, c'est 6 emplois créés. Dans le renouvelable, 3 fois plus. En 2030, ça représentera un demi-million de postes. Après, soyons honnêtes, tout ça c'est ce qu'on appelle le paradoxe des vitres brisées. Si on cassait toutes les vitres en France, ça ferait beaucoup de travail pour les fabricants de vitres, mais est-ce que ça serait vraiment une bonne chose pour la société? La création d'emplois est un mirage. Peu d'emplois, c'est le signe d'une industrie efficace qui peut baisser ses prix et donc en faire profiter le plus grand nombre. Alors pourquoi des gens sont contre le nucléaire? Je vous avoue, je suis un peu déçu, j'ai pas trouvé de bonnes raisons scientifiques d'être contre. J'aurais aimé, ça aurait rendu la vidéo plus impartiale, mais non. C'est plutôt une histoire de lutte politique sur fond de vengeance. À une époque, Greenpeace luttait héroïquement contre les tests nucléaires qui détruisaient la barrière de corail et contaminaient les populations locales. Le gouvernement français, pour les arrêter, ont fait exploser leur bateau, tuant une personne. La France a été condamnée, mais Greenpeace n'a jamais pardonné cet acte. Électoralement, le nucléaire est aux uns, ce que l'insécurité est aux autres. Un moyen facile de faire peur, et la peur ça fait voter. Pour certains, la fin du nucléaire est un projet de société qui s'inscrit dans la décroissance. Considérer qu'il faut drastiquement réduire la consommation, revenir à la nature, vivre en sobriété. Et ça, c'est pas possible avec une énergie pas chère et à profusion, qui fait marcher les usines et les gadgets électroniques. Tant qu'elle sera là, on ne sera pas contraint de s'adapter, de décroître. Être anti-nucléaire, c'est aussi une volonté de rétablir l'égalité mondiale entre les peuples. Parce que pour faire marcher une centrale, il faut enrichir l'uranium. Et ça, c'est un quasi-monopole des pays du Nord, 90% des capacités de production. Les autres n'ont juste pas droit, au risque d'être accusés de vouloir créer des bombes comme en Iran. Et c'est vrai, enrichir pour les centrales permet aussi de le faire pour les bombes. Tant que l'Occident gardera la mainmise sur l'enrichissement, ils seront toujours au-dessus en termes de puissance économique et militaire. Et ça, pour certaines personnes, c'est insupportable. Ça serait un frein à la paix et à l'égalité mondiale. Être pour le nucléaire, c'est assumer ne pas être le gentil de l'histoire. Enfin du moins c'est ce qu'affirmait un article contredit par Marianne. Ça n'empêche pas 75% des Français d'y être favorables. Il se trouve que l'Union Européenne, pas trop. Parce que ça empêche la libre concurrence entre les pays de l'Union, ça donne aux États des monopoles naturels, un immense pouvoir de défense et d'autonomie. Là où on aimerait pouvoir créer une grande Europe unie, très interdépendante. États d'ailleurs qui, en dehors de l'Europe, ont tout intérêt à financer des lobbies anti-nucléaires. Quand tu es un exportateur gazier, quand tu es un géant du pétrole, ou même un grand fabricant de panneaux solaires, c'est tout bénef. En Allemagne, on soupçonne même la Russie d'avoir corrompu des élites pour instaurer une politique énergétique profitable au gaz sans le nucléaire. Ça passe par des lobbies, du troll, des scandales, faciles à relayer sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'en face, la communication du nucléaire est claquée au sol. Claqué? Suffit de voir leur vidéo YouTube, c'est Tati Jeannette 50 ans, chef de projet communication, qui t'a pondu ça pour faire plaisir à la Cogip. Si vous voulez de vraies infos sur le nucléaire, suivez plutôt Tristan Camin sur Twitter ou Le Point Genius sur YouTube. Ils font un travail en profondeur, sourcé et très intéressant. J'ai mis tous leurs liens en description. Foncez-y les yeux fermés. J'entends déjà des commentaires nous dire « Ok tes arguments rationnels, mais n'oublie pas que tu vis loin des risques toi. » Détrompez-vous. Ma mère habite en face d'une centrale, j'ai tenu de l'uranium enrichi à travers un flacon et je me suis allongé sur un baril de plomb plein de combustible nucléaire. Pourquoi faire ? Vous prouvez que la radioactivité n'est pas de la magie noire. Il faut au moins voir le nucléaire actuel comme un répit, le temps de trouver de nouvelles technologies. Vision avec